Bonjour à toi et bienvenue sur Up to School Bac. Je m'appelle Florine et il y a quelques années, j'ai cartonné aux épreuves d'anglais LV1 au baccalauréat. Aujourd'hui, je reviens sur la méthode qui m'a permis d'avoir la note de 20 sur 20. Allons-y, passons aux choses sérieuses. On va commencer par le premier conseil qui consiste à faire un bilan de ses forces et ses faiblesses en anglais. Pourquoi et comment s'auto-évaluer en anglais? Eh bien, tout simplement parce que c'est une matière où les compétences sont très variées et il faut savoir où mettre la priorité. Tu dois travailler la compréhension écrite et orale et aussi l'expression écrite et orale, sans oublier le vocabulaire, la civilisation, la grammaire. Bref, tu dois naviguer entre tous ces éléments. La méthode pour évaluer n'a rien de fou. Ça consiste juste à être honnête avec toi-même et voir les compétences sur lesquelles tu es à l'aise et celles sur lesquelles c'est un peu plus compliqué. Tu peux mettre un tableau avec une colonne plus, une colonne moins, c'est très simple. Si tu as du mal à t'évaluer, regarde tes résultats et demande aussi à ton prof, il saura te guider. Bref, une fois que tu auras ce petit bilan en tête, tu sauras les compétences à travailler et celles pour lesquelles tu pourras être un peu plus tranquille. Le but du jeu est très simple, c'est avoir un niveau homogène en anglais pour le baccalauréat. Mieux vaut être moyen, mais moyen partout, plutôt que excellent en expression écrite et catastrophique en compréhension orale, par exemple. Une fois que le bilan est fait, pour rentrer concrètement dans l'action, il faut se constituer une base solide de connaissances indispensables en anglais. Les différents temps, la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, les règles comme le discours direct, indirect, les questions inversées, bref, tout ce que tu apprends en anglais depuis des années, tout ça, ça doit être maîtrisé. Sans cette base, ça va être très compliqué de faire des progrès vraiment durables. Bon, c'est vrai, on le sait, tout le monde n'a pas le même niveau en anglais. Si tu es plutôt de ceux qui ont un niveau déjà correct, une bonne base solide, l'idée c'est de renforcer cette base. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une règle par semaine et de faire un ou deux petits exercices pour voir si tu t'en souviens et si tu arrives à te débrouiller. Bien évidemment, je ne vais pas t'apprendre qu'avant chaque DS, il faudrait dans l'idéal réviser toutes les règles, mais si par une éventualité tu arrivais à savoir sur quel sujet ça allait porter, focalise-toi là-dessus. Si au contraire tu as une base de connaissances un peu plus faible, il faut la construire. Pour cela, ne t'inquiète pas, c'est pas si compliqué. Prends une règle de grammaire, chaque semaine, tu la bosses à fond. Lundi ou le mardi, tu la prends. Le jeudi, vendredi, tu fais un exercice. Le samedi, dimanche, tu révises. Pour la liste des règles à connaître, regarde dans ton livre ou sur internet, tu trouveras sans problème la liste officielle. Concernant les verbes irréguliers, un archi basique, un incontournable de l'anglais, et en plus les correcteurs détestent les fautes de verbes irréguliers. Donc là c'est très simple, en début d'année tu prends une liste de verbes. Si ton prof ne t'en a pas donné une, t'en trouves une sur internet très facilement. Et tu découpes en à peu près 10 verbes par semaine que tu vas apprendre au fur et à mesure et réviser encore une fois avant chaque interro, avant chaque DS, avant chaque bac blanc. Passons maintenant au vocabulaire. Si je devais résumer cette technique d'apprentissage de vocabulaire, j'utiliserais la métaphore du couteau suisse. C'est très sérieux. Un couteau suisse, c'est quelque chose qui est très solide, on l'a à proximité et c'est multitâche. Et ben en anglais, le vocabulaire c'est exactement pareil. Ce que je te recommande, c'est de faire 3 grands types de fiches de vocabulaire à revoir et alimenter toute l'année. D'abord le vocabulaire technique, donc les connecteurs logiques, les mots de liaison, les adverbes, tout ça. Ensuite, le vocabulaire thématique, la maison, la santé, le sport, les vêtements. Et enfin, les faux amis, très important en anglais. Pour les alimenter, en plus du cours du prof, tu peux aussi aller voir ailleurs, tu peux regarder sur internet, il y a pas mal de blogs ou de sites, même des vidéos qui donnent du vocabulaire. Quand tu lis un article aussi, tu peux noter du vocabulaire nouveau, et puis dans ton manuel, tu as des listes très complètes, généralement à la fin. Et mon petit secret personnel pour que ta note augmente l'air de rien, de quelques points par-ci par-là, c'est de te faire une petite fiche avec du vocabulaire que j'appelle haut de gamme. C'est un vocabulaire à moitié passe-partout et à moitié original que tu pourras remettre dans les copies, ça s'y prête bien, mais que tous les candidats ne connaissent pas. C'est vraiment ça qui fera la différence auprès du correcteur, crois-moi. Si on devait résumer le travail de vocabulaire en anglais, ça commence d'abord par l'apprentissage et la réalisation d'une fiche. Ensuite, cette fiche, tu la révises toutes les semaines, toutes les 2 semaines, avant chaque interro, etc. L'étape finale, surtout, c'est de muscler ton cerveau en te forçant à utiliser le lexique que tu as appris. Si tu le fais pas, ça sera pas automatique. Donc vraiment, pense-y, utilise les mots. À chaque cours, tu choisis un mot à utiliser au moins une fois, ça peut être un bon exercice. Concernant les compétences à travailler maintenant, pour la compréhension écrite, mon conseil c'est de lire régulièrement en anglais. Pas besoin de lire des textes très compliqués, tout est une question de support et de régularité. Je te recommande 2 types de supports. D'abord les articles de presse, et en particulier ceux de la revue Vocable. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque article qui est extrait d'un grand quotidien anglais ou américain, tu as une liste de vocabulaire pour t'aider à comprendre et à travailler l'article. Et deuxième type de support, c'est des livres pour enfants ou adolescents, parce que là, le vocabulaire et les phrases sont très simples et tu pourras bien progresser.
tu peux partir sur 2 ou 3 textes par semaine, c'est un objectif tenable à mon avis, et n'hésite pas à prendre en note du vocabulaire, des tournures de phrases et à lire à voix haute aussi pour travailler ton accent. L'expression écrite, c'est vrai que c'est peut-être la compétence la plus difficile à travailler tout seul. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de mettre à profit au maximum les interros, les DS. Même si c'est 10 lignes, c'est déjà ça et tu pourras progresser sur une structure de phrase, du vocabulaire, de la grammaire. N'hésite pas, vraiment. Et si tu veux pousser encore plus loin l'entraînement, n'hésite pas à écrire quelques petits textes, à faire corriger par ton prof, je suis certaine qu'il acceptera. Concernant l'expression orale maintenant, même si vous êtes 35 dans votre classe, eh bien prendre la parole rien qu'une seule fois pendant le cours, c'est l'occasion de progresser, donc on le fait. Et petit bonus, si tu connais un natif anglais dans ton entourage, n'hésite pas à discuter avec lui, même 5 minutes ou 10 minutes, c'est déjà ça de prix. Dernier point, la compréhension orale, rien de plus simple, on lit l'utile à l'agréable en regardant les séries et les films en version originale. Pourquoi ça? Tout simplement pour progresser grâce à un accent authentique et des expressions du quotidien. Sur le même sujet des versions originales, 2 équipes s'affrontent. Sous-titres, pas sous-titres. Personnellement, je pense que c'est utile parce que tu comprendras mieux et que le débit est très rapide dans les séries. Par contre, sous-titres en anglais. Si vraiment c'est compliqué, ok, tu peux la mettre en français. Si tu n'as pas le temps pour les séries, écoute la radio. Ça peut être la BBC ou la CNN. Au début, ça risque d'être un peu compliqué à comprendre parce que les Anglais et les Américains parlent très vite à la radio, mais au fur et à mesure, ton oreille va s'y faire. Et si vraiment tu es motivé, pourquoi ne pas faire un petit exercice de synthèse écrite ou orale après 1 minute d'écoute de radio, toutes les semaines par exemple. Tiens-toi aussi au courant de l'actualité et des éléments de civilisation anglaise et américaine, parce que même si tu n'as pas de questions à proprement parler type QCM sur la civilisation, ça t'aidera à mieux comprendre les textes et aussi à te débrouiller bien mieux à l'oral. Pour alimenter tes connaissances en civilisation, repose-toi sur le cours du prof et puis tu as aussi tous les éléments qu'on a mentionnés précédemment. Ça peut valoir le coup de faire une fiche thématique avec quelques dates, quelques personnages, quelques faits, comme par exemple la famille royale ou bien le Brexit. Et les applications dans tout ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je pense que ça peut être intéressant, notamment les applications de vocabulaire ou les petits jeux de conjugaison, mais en complément de tout ce qui a été proposé avant. Si on devait résumer tout ce qu'on a dit, pour se préparer correctement aux épreuves et au jour J en anglais, tout repose sur une révision régulière et approfondie de ce que tu auras vu toute l'année en anglais. Et enfin, je termine avec mes petites astuces pour cartonner le jour J. D'abord, prends bien le temps de lire les consignes pour ne pas faire de contresens en anglais. C'est le risque principal. Ensuite, lis bien les documents. Utilise le temps qu'on te donne jusqu'à la dernière minute. Relis-toi pour supprimer les petites fautes bêtes, notamment le S à la 3e personne du singulier au présent. Et enfin, ne panique pas. Si tu ne comprends pas un mot, aide-toi du contexte global de la phrase. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je te souhaite bon courage pour tes révisions et pour ton année, et je te dis à très bientôt sur notre chaîne Up to School Back.